Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le limogeage du Premier ministre Hichem Mechichi en Tunisie, une mesure prise par le président Kais Saied le 25 juillet, le chef de l'État qui a également procédé au gel des activités du Parlement. L'attaque de Boko Haram perpétrée dans la région de l'extrême nord au Cameroun, un assaut commis le 24 juillet, bilan de cette offensive au moins 6 soldats tués et 4 blessés. Et puis un site web pour signaler les effets indésirables du vaccin anti-Covid, c'est l'initiative prise par le gouvernement gabonais qui tente de rassurer la population sur la vaccination. Mais tout d'abord, la Commission nationale des droits de l'homme réagit après le décès de l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le président de transition au Mali. L'organe a en effet réclamé l'ouverture d'une enquête, estimant qu'une mort en détention reste toujours un fait inquiétant. L'assaillant est décédé à l'hôpital où il était placé sous la surveillance des forces de sécurité. Les raisons de son décès annoncées par les autorités le 25 juillet restent encore inconnues. Dans un communiqué officiel, le gouvernement ne s'est pas étalé sur la question, affirmant que l'état de santé du principal concerné s'était dégradé au cours des investigations. Un communiqué qui précise tout de même qu'une autopsie a été ordonnée. La crise politique prend un nouveau tournant en Tunisie. Le président Kais Saied a décidé le 25 juillet de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi. Autre mesure forte prise par le chef de l'État, le gel des activités du Parlement. Des directives qui interviennent après des manifestations organisées dans plusieurs villes du pays. Mildred Diamou. Les tensions politiques s'amplifient en Tunisie. Dimanche 25 juillet 2021, le président Kais Saied a suspendu les activités du Parlement pour 30 jours, limogé le Premier ministre Hichem Mechichi et levé l'immunité parlementaire des 217 députés. Une décision qui vient en réponse aux multiples manifestations contre les dirigeants tunisiens et à l'appel des populations à dissoudre le Parlement et le gouvernement de Hichem Mechichi. Selon la Constitution, j'ai pris des décisions que nécessite la situation politique, économique et sanitaire du pays afin de sauver la Tunisie et le peuple tunisien. Nous traversons des moments très délicats dans l'histoire de la Tunisie. Ce n'est ni une suspension de la Constitution, ni une sortie de la légitimité constitutionnelle. Nous travaillons dans le cadre de la loi. Le peuple tunisien doit continuer sa révolution en toute légitimité et nous appliquerons la loi. Le 25 juillet 2021, de violentes manifestations ont éclaté dans la capitale Tunis et dans plusieurs autres provinces du pays, alors que des manifestants exprimaient leur colère face à la fragilité de la situation sanitaire, économique et sociale du pays. Dans son allocution, le chef de l'État a déclaré qu'il serait à la tête du pouvoir exécutif jusqu'à la désignation d'un nouveau Premier ministre. Dans ce type de situation, le président tunisien a fait une lecture de la Constitution pour pouvoir trouver les solutions qu'il a mises en œuvre depuis hier. C'est-à-dire qu'il va dérouler ce qu'on appelle sa feuille de route. C'est-à-dire que certainement de nouvelles élections et peut-être un référendum pour sortir le pays d'une véritable crise institutionnelle et un blocage politique terrible qui coûte terriblement cher pour le pays. Tous les signes des dernières semaines montrent que, d'une certaine manière, le président tunisien s'est assuré, à l'évidence, les prochaines heures, les prochains jours, le pays va entrer dans ce qu'on appelle une épreuve de force. Ça va être entre le mouvement islamiste tunisien Nahda et évidemment le président de la République. Les actions du président tunisien interviennent 3 mois après que le journal Middle East Eye a révélé une lettre écrite par ses principaux conseillers, l'incitant à prendre le contrôle du pays. Si certains ont salué la décision du président par des célébrations dans les rues, ses rivaux l'ont accusé d'un coup d'État contre la révolution. Boko Haram frappe à nouveau le Cameroun. Au moins 6 soldats sont décédés lors d'une attaque perpétrée le 24 juillet par le groupe terroriste dans la région de l'extrême nord. Une information divulguée par le gouverneur de la région, Bakari Midjiyawa, qui fait également état de 4 soldats blessés. Joël Ballot.
Au moins 6 soldats morts et 4 blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée par la secte Boko Haram à Sakmé, dans l'extrême nord du Cameroun, le 24 juillet 2021. Planifié selon les autorités locales, les blessés de l'attaque de Sakmé ont été évacués pour recevoir les soins nécessaires dans les villages voisins. Dans la nuit de vendredi à samedi vers 4h, plusieurs éléments de Boko Haram, lourdement armés et arrivés à bord de 6 véhicules et des motocyclettes, ont attaqué le poste de l'armée dans le village Sakmé vers Fotokol, une ville frontalière entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Malgré le renforcement militaire au niveau des postes de frontière par le ministère camerounais de la Défense, les attaques de Boko Haram s'intensifient dans la région de l'extrême nord. Selon les autorités locales, au cours de l'attaque de Sakmé, plusieurs armes et du matériel militaire ont été emportés par les assaillants qui se sont repliés vers le Nigeria. Cette attaque terroriste intervient 2 mois seulement après la mort du leader charismatique de Boko Haram, Aboubakar Shekau, et 2 semaines après l'annonce des autorités camerounaises de la reddition d'environ 200 combattants de Boko Haram à Méry. Ce qui attire l'attention est le mode opératoire de l'attaque qui semble être nouveau et la zone choisie, sans oublier que, contrairement à Boko Haram de Aboubakar Shekau, Daesh s'attaque rarement aux civils. Ce qui laisse supposer que les assaillants sont des Daesh. En rappel, Boko Haram mène contre le peuple camerounais une guerre dont le coût humain depuis décembre 2020 est d'au moins 80 civils selon l'ONU. Cette insurrection terroriste de Boko Haram grandit alors que le Nigeria vient d'effectuer la réouverture de ses frontières avec ses voisins fermées officiellement pour stopper la contrebande, l'expansion du terrorisme et encourager la protection des civils. Dans le reste de l'actualité, Kinshasa sous tension, des heurts ont éclaté ce lundi entre forces de l'ordre et étudiants lors d'une manifestation dans la capitale de la République démocratique du Congo. Des heurts qui se sont déclenchés après le meurtre d'un étudiant en journalisme par un agent de police. Tout serait parti d'une dispute pour non-respect du port du masque. L'étudiant aurait reçu 2 balles. L'auteur de ce drame se serait quant à lui enfui. Un meurtre fermement condamné par l'université de Kinshasa qui exige qu'une enquête soit menée pour déterminer les circonstances de cet incident. Les tractations sont en cours en République démocratique du Congo. Des pourparlers ont été entamés pour désigner le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, une tâche qui incombe au chef des 8 confessions religieuses du pays. Un reportage de notre correspondant Jacques Mbouka. En République démocratique du Congo, l'heure est aux tractations pour la désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Un bureau qui sera, comme stipule la loi, dirigé par un membre de la société civile. C'est donc une question difficile à gérer qui avait d'ailleurs causé des troubles il y a quelques mois. La population avait manifesté lorsqu'il s'agit du premier choix qui avait été fait autour de Ronsard Malonda. La population se sentit oubliée. Elle a manifesté partout, même à Kinshasa et en province. Pour le poste du président du bureau, les confessions religieuses sont appelées à désigner un représentant. Au cas contraire, elles iront en ordre dispersé face à l'autre branche de la société civile pour laquelle l'on ne s'attend pas non plus à un candidat unique. Choisir des personnes compétentes pour une meilleure gestion du 4e cycle électoral en RDC, c'est le vœu de ces membres de la société civile. Et nous continuons à le dire que pas n'importe quelle société civile. Parce que chaque société civile, dans les différents secteurs de la vie nationale, a des spécialistes. S'il s'agit de la question électorale, il y a des associations de la question électorale. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la CENI, c'est très clair qu'il faut quelqu'un qui vienne des associations électorales. Rappelons que la nouvelle loi électorale a été promulguée par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 6 juillet 2021. Pour l'opposition et la société civile, la loi promulguée n'a pas répondu aux exigences, celle de dépolitiser la CENI. À 2 ans et demi des scrutins, certains analystes estiment que la RDC doit mettre les bouchées doubles pour tenir l'échéance de 2023.
Qui dit vaccin dit aussi effets secondaires. En vue de les signaler, le Gabon a décidé de créer un site web dédié à toute personne souhaitant alerter sur une éventuelle anomalie. Les patients pourront aussi bénéficier d'une prise en charge. La création de ce site web permet ainsi au gouvernement de rassurer la population sur la vaccination contre le Covid. Les détails avec Samantha Sabirou-Saboumanga. Au Gabon, le Comité national de vaccination contre le Covid-19, COPIVAC, a annoncé la mise en place prochaine d'un site web destiné aux personnes vaccinées présentant des effets secondaires. Sur ce site, les personnes vaccinées peuvent signaler toute anomalie et demander une prise en charge ou même bénéficier des conseils médicaux. L'objectif, selon les autorités sanitaires, est de recueillir, juguler et traiter d'éventuels cas de malaise liés à la vaccination contre le Covid-19. Quelle est l'importance de ce site web? Déjà, la gestion de la Covid au Gabon a été décriée par le commun des Gabonais. Le gouvernement le sait. La création d'un nouveau site web pour ces vaccins-là qui sont tirés des effets secondaires, je crois que c'est véritablement du gâchis. Parce que déjà au Gabon, on a ce problème d'Internet qui, pour beaucoup, est un luxe. Dès le démarrage de la campagne de vaccination au Gabon le 23 mars 2021, le comité de pilotage du Covid-19 a mis en place une unité de pharmacovigilance qui sera désormais appuyée par ce nouveau site web. Les autorités veulent ainsi davantage rassurer les Gabonais en les incitant à la vaccination. L'objectif fixé par le gouvernement est de vacciner 50% de la population totale. À ce jour, 50 227 personnes ont été vaccinées sur les 2 millions d'habitants que compte le Gabon. Déjà, le dépistage et la vaccination eux-mêmes n'ont pas assez d'engouement. Et la création d'un site, quel engouement aura-t-il ce site? Je crois que le gouvernement oriente ses priorités ailleurs qui ne sont pas l'avantage du peuple gabonais. Toutefois, par rapport à la cible de ce site, les autorités gabonaises ont tenu à rassurer les populations. Aucun effet secondaire majeur n'a été rapporté depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination à travers le pays. La médecine traditionnelle pourrait connaître un réel essor au Cameroun. 4 traitements ont récemment obtenu l'aval des autorités sanitaires. Homologués pour une durée de 3 ans, ces produits contribuent à la lutte contre la Covid-19. Un reportage de notre correspondant Thierry Ndaza. 4 médicaments issus de la pharmacopée camerounaise ont été homologués le 8 juillet 2021 par le ministère camerounais de la Santé. Ces médicaments, qui seront commercialisés sur une durée de 3 ans, viennent en appui au traitement de la Covid-19. Dans le milieu de la médecine dite traditionnelle, cette reconnaissance du savoir-faire local par les autorités sanitaires ne semble pas susciter d'euphorie. On n'a pas homologué cela comme étant des médicaments, plutôt comme étant des adjuvants. Donc, le saluer, ça voudrait dire qu'on ne reconnaît pas déjà cela comme étant des entités thérapeutiques. Pourtant, chacun d'eux essaye de démontrer que la prise unique de leur thérapie, le suivi unique de leur thérapie a pu conduire à ce que l'équilibre soit rétabli, à ce que les personnes souffrantes de la Covid-19 puissent retrouver la santé. Donc, ça fait que ça ne vient pas ici comme étant un bras tendu, c'est en quelque peu une insulte à tout le travail qu'ils ont mené en amont. Loin des hôpitaux et autres formations sanitaires, la médecine traditionnelle continue de faire son chemin. De plus en plus dans les rues des grandes villes camerounaises, l'on observe une montée significative du commerce entièrement dédié à la médecine locale. Sur les étals, dans les marchés, ces commerçants naturopathes proposent des produits d'origine animale, minérale ou végétale, issus de la nature et qui servent non seulement à la guérison, mais aussi à l'alimentation. La médecine moderne n'est pas complètement négative. La seule chose que nous demandons, c'est que la médecine naturelle doit prendre le pivot. Et la médecine moderne doit s'arrimer, car les bases sont faussées. Reconnue comme l'un des 3 sous-secteurs du système de santé camerounais, la médecine traditionnelle a une place certaine dans la prise en charge des pathologies. Les produits récemment homologués laissent entrevoir un avenir plus serein pour cette médecine considérée comme soutien aux thérapies médicales conventionnelles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.